On va commencer les nouvelles avec la musique de Rocky. Rien de moins. Mais qu'est-ce que ça vient faire dans le bulletin de nouvelles, Alexandre? Oui, parce qu'à Gatineau, en fin de semaine, lors du congrès national de la CAQ, a vu émerger un nouveau personnage. François Rocky Legault. Balboa. Tant qu'à y être. Qui est monté sur scène sous le thème The Eye of the Tiger, tiré du film Rocky 3. Puis là, il est embarqué sur scène, puis là, il a crié « Adrien! » Non, il n'a pas crié « Adrien », mais il voulait incarner un petit peu l'image du batailleur, celui qui encaisse les coups, mais qui réussit à se relever. D'ailleurs, il avait fait une citation, il dit, comme on dit dans le film Rocky, c'est pas la force des coups qui compte, c'est la force avec laquelle tu peux encaisser les coups et continuer d'avancer. Certains annoncent notre mort, mais moi, ça me motive. En fin de semaine, le thème de ce congrès-là, c'était protéger notre monde. François Legault, donc, qui a réaffirmé son leadership, réaffirmé son souhait d'être là à l'élection de 2026. Les grands thèmes de la prochaine session parlementaire, qui commencera demain, d'ailleurs, le 30 septembre, avec ce grand discours d'ouverture. Laïcité, sécurité, notamment remettre de l'argent dans les poches des Québécois. Alors, ça promet. Quel est ton regard, Mario, sur la fin de semaine? Est-ce que c'est réussi pour le premier ministre? Jusqu'à un certain point, oui. Mais d'abord, c'est sûr que toute l'affaire de Rocky, on rit de ça. Puis, pour bien des gens, il y en a qui vont rire de ça. Deux, d'autres vont dire, on n'est plus là. Je veux dire, on est tanné de lui. Mais la différence pour moi, puis je remonte même avant le remaniement. Parce que, on disait, le remaniement ne changera pas tout, mais c'est pas le remaniement, c'est un ensemble de gestes. Tu sais, à matin, si t'es un militant de la CAQ ou juste un électeur de la CAQ, il y a comme une histoire qui se tient, là. C'est-à-dire une histoire de 4 priorités. Puis là, il semble, on va voir, mais là, il semble qu'il y a des actions qui s'en viennent sur le syndicalisme, sur la sécurité. Donc, 4 priorités, des gestes concrets, un côté combatif. Fait que, ça fait que t'es pas juste un parti politique qui se fait balloter par les événements, là, SAC-Clic, puis Nordvolt, puis des choses qui ont mal été, mais t'es un parti qui a une trajectoire. Après ça, les gens peuvent être d'accord, pas d'accord, tanné de toi, on peut plus te voir la face, il y aura de tout. Mais minimalement, il y a ça. L'autre affaire, je pense qu'on sous-estime, c'est que là, la CAQ, écoute, s'ils font tout ce qu'ils disent, la dernière année du mandat avec rock'n'roll, il va y avoir des manifestations dans les rues, les syndicats, les docteurs, il y en a là pour tous les goûts. Mais c'est que, à partir de demain c'est la rentrée parlementaire, à partir de demain, les autres partis, là, vont devoir se positionner. C'est-à-dire que la CAQ va dire, OK, je fais un projet de loi sur les réformes syndicales. Parti libéral, t'es pour ou t'es contre? Si t'es contre, c'est que t'es du bord des syndicats, du statu quo. Si t'es pour, là, t'es avec nous autres. Mais ça veut dire que dans les caucus des autres partis, là, il va y avoir des votes difficiles. Parce que c'est sûr que sur bien des sujets, il va y avoir des pour puis des contre. Fait que là, ils se remettent en action, 2, ils mettent un peu de pression sur les autres partis. Alors que, mettons que tu as le scandale SAC-Clic. On s'entend que pour les partis d'opposition, là, c'est facile en tabarouette. Là, tu fais un caucus, tu sors de là, tu prends le micro, tu dis, c'est écœurant, le gouvernement est pourri. Tu contrôles plus l'agenda aussi, là. Non. Donc, ça, c'est le bout qui est réussi. Maintenant, les deux, pour moi, les deux écueils, c'est est-ce que François Legault lui-même, là, parce que, à mon avis, l'image de François Legault est beaucoup plus maganée que celle de la CAQ. Vous savez, la CAQ, c'est juste un parti politique. On l'a vu avec le Parti libéral à Ottawa. On disait la marque libérale sous Trudeau est finie. En 48 heures, Mark Carney arrive, la marque libérale est rattrapée. Fait que, je pense pas que est-ce que François Legault, lui, est réhabilitable? Est-ce qu'il peut rebâtir une histoire où il redevient combatif, intéressant comme personnage? Ça, je peux pas répondre. Ça se peut. En politique, des affaires changent. De 3 mois en 3 mois, les affaires changent. L'autre grande question, c'est est-ce que tu peux, en aussi peu de temps, une dernière année de mandat, redonner une espèce de stature à ton mandat, leur donner, de faire, dans le fond, en 1 an, ce que tu n'as pas fait dans les espèces de mandat de 4 ans, puis que les gens à mi-chemin, là, c'est encore tôt, mais que mettons que rendu en mars, avril prochain, les gens disent, mais la CAQ, ils font de quoi, créer une impression que tu fais quelque chose. Mais c'est certain qu'il y a... Puis l'autre chose, je pense qu'il a fait taire, moi le premier, moi je pensais que François Legault allait partir. Là, je suis obligé de dire non. Écoute, il est là, faudrait être aveugle. Il est là pour rester. Là. À moins d'une catastrophe ou que dans son parti, il y a une fronde majeure, là, il est là pour rester. Puis moi, j'ai eu, dans les dernières semaines, par hasard, dans des événements, des lancements, des événements sociaux, j'ai parlé à des gens qui sont très proches de François Legault.
les gens qui le côtoient de près disent non, oublie ça. Là. Il y a eu une discussion avec sa conjointe, et il a réfléchi, il a pensé à ses affaires, puis il a décidé à la vie, à la mort, je vais me battre. Fait que, il va être là. Et comme les deux, c'est intéressant de voir qu'ils ne s'écrasent pas devant l'adversité. Ben, ça donne. C'est pour ses membres, là, ça redonne une certaine énergie. C'est pour ça que je pense que dans son dernier 3 semaines, il s'est rebâti une histoire. Est-ce que les gens vont embarquer dans son histoire ou pas? Ça, ce sera à suivre, mais c'était l'affaire de Rocky, j'avoue, moi, que je l'avais pas vu venir. Ceci dit, bon, dans le plan, il y a la modernisation du syndicalisme, et écoute, c'est pas rien, là, hier, 9 syndicats qui ont joint leurs forces. Juste se souvenir, aux dernières négociations du secteur public, on n'avait pas eu un tel front syndical. Là. Non, c'est vrai, il y avait effectivement ce qu'on appelle un front commun, mais ça réunissait pas toutes les centrales syndicales, effectivement. Alors là, hier, les 9 principales organisations ont fait front commun pour dénoncer la réforme que souhaite faire Jean Boulet. Alors, ils estiment que la CAQ fait preuve de diversion, ne s'attaque pas aux véritables défis qui touchent les Québécois, et les syndicats ont déploré en point de presse que le gouvernement tentait d'affaiblir les contre-pouvoirs qui jouent un rôle essentiel à la démocratie et ont invité le gouvernement Legault à s'occuper des vrais enjeux. Là, eux ont mis de l'avant la crise du logement, l'augmentation du coût de la vie, l'accès aux soins, les services d'éducation. Et hier matin, à l'arrivée justement à ce congrès national, j'écoutais les commentaires du ministre Jean Boulet qui disait « Écoutez, là, on fait pas ça contre les syndicats, on fait ça pour les syndiqués. » Il dit avoir l'appui des syndiqués, mais ça, c'est jamais vérifiable. Il a l'appui de certains syndiqués, c'est sûr. On en est témoin, on a parlé de ça ici à l'émission, puis il y a plusieurs syndiqués qui nous ont écrit, dont un bon nombre disaient, nous, on est d'accord avec ça. Maintenant, c'est pas scientifique. Là. Est-ce que l'ensemble des syndiqués vont être d'accord avec le gouvernement ou est-ce qu'ils vont se rallier à leurs leaders syndicaux? Pour moi, c'est pas clair à ce moment-ci. Mais les syndicats, je pense qu'ils font le calcul que... Ils ont beau dire, là, le gouvernement fait diversion, mais c'est parce que si le gouvernement le fait, c'est un gouvernement qui n'a rien à perdre, qui est majoritaire à l'Assemblée nationale, s'il le fait, là, des règles de transparence, de séparer la cotisation syndicale en deux avec une partie facultative, je veux dire, ils vont vivre avec les conséquences. Là, Et là, à ce moment-là, ce qui va devenir intéressant, c'est qui, dans les partis d'opposition, va proposer de défaire ça, parce qu'on l'a déjà vécu. À Ottawa, Stephen Harper avait mis certaines règles de transparence là, pour les syndicats, même pour les Premières Nations, là, pour l'argent des Premières Nations, en disant, parce qu'il y avait eu, il y avait un chef autochtone qui se donnait un salaire de 900 000 $, dans un village de quelques centaines d'habitants. Et Justin Trudeau avait promis d'enlever ces règles-là, de revenir aux anciennes lois. Alors, est-ce que si la CAQ le fait, parce que les partis d'opposition vont dire, nous, on va défaire ces règles-là? Non, on pourrait avoir des débats politiques pas mal animés, pas mal intéressants dans l'année qui vient. Étude là, sur les services offerts par les médecins. Alors, t'as le bras de fer avec les syndicats. T'as le bras de fer avec les médecins. Là, on t'avait de manquer de bras. L'automne s'annonce chaud. Ou manquer de fer. Et là, c'est intéressant, c'est une nouvelle étude rendue publique ce matin, une étude de la chaire de recherche Jacques Parizeau. Ce qu'on apprend, c'est qu'un médecin sur 5 au Québec offre moins de services que la moyenne. Essentiellement, cette recherche-là recense 4300 médecins. 19 % des omnipraticiens, 22 % des spécialistes. Et les auteurs soulignent qu'il est difficile d'évaluer leur capacité réelle à en faire davantage. C'est une étude, c'est important quand même de le mentionner, qui est commandée par Québec, qui survient alors que, avec le projet de loi 106, le gouvernement veut relier une partie de la rémunération des médecins à des objectifs de performance. Initialement, c'était 25 % de la rémunération. Là, la dernière offre, c'était 15 %. Et là, ça survient aussi, et ça sort publiquement, au moment où on va commencer l'espèce de médiation. Là. Il y avait d'autres chiffres aussi en fin de semaine de la part de la Fédération des omnipraticiens du Québec qui mettait de l'avant qu'au Québec, par année, c'est à peu près 750 000 rendez-vous qui sont gaspillés, faute de ressources, faute de moyens. Alors, de part et d'autre, on vous parle souvent de l'importance de l'opinion publique dans une négociation. Alors, de part et d'autre, au cours des derniers jours, on a mis de l'avant certaines données. Là, je vois l'article dans le Devoir ce matin et j'ai pas vu la méthodologie de l'étude parce que dans le passé, je donne un exemple précis, je me souviens que les médecins se plaignaient. Il y avait une étude qui avait été faite sur le pourcentage trop élevé des médecins qui ne travaillaient pas à temps plein, qui travaillaient à temps partiel.
Or, on s'est aperçu que dans l'étude, on avait inclus, exemple, tous les nouveaux médecins, là, ceux qui étaient devenus médecins en cours d'année, là, qui ont gradué, qui sont devenus médecins. Mais s'ils étaient devenus médecins, je sais pas, en mai ou en juin ou au printemps, ben là, tu vois, ça leur faisait une demi-année. Donc, ils travaillaient à mi-temps. Même chose pour ceux qui prenaient leur retraite. Tu sais, si un médecin avait pris sa retraite au mois de mai, ben là, lui, il devenait compté comme un médecin qui avait travaillé à temps partiel parce qu'il n'avait pas travaillé toute la... Alors, tu sais, faut être bien délicat avec la méthodologie pour pas faire dire des études des choses qu'elles ne disent pas. Mais on va aller la regarder, celle-là, parce que c'est une des thèses du gouvernement, là, qu'il y a un pourcentage des médecins trop élevé là, qui travaillent pas à temps plein. Après ça, ben, t'as tous les médecins de 65 ans et plus. Mettons un médecin de 70 ans qui décide de te donner 3 jours par semaine. Est-ce que c'est un médecin qui te prive de 2 jours par semaine parce qu'il travaille pas à temps plein? Ou c'est un médecin qui te donne un petit bonus de 3 jours par semaine parce qu'il reporte sa retraite puis il pourrait la prendre, mais il la repousse un peu? C'est 2 interprétations. Là. Toi, tu peux dire, ben non, il devrait travailler à temps plein, il me prive de 2 jours semaine, mais il peut aussi décider la semaine prochaine, bye-bye. À 70 ans, il aurait mérité sa retraite aussi. Ben c'est ça, c'est ça. C'est moi où ce rapport-là est moins alarmiste que l'autre d'avant? Un peu, oui, mais peut-être justement... Peut-être que c'est parce qu'ils ont corrigé la méthodologie. Là. Ils ont corrigé les critiques méthodologiques, ça fait que ça devient moins alarmiste. Grève à la STM. On avait peut-être de l'espoir, là, des propositions, contre-propositions. Oui, parce qu'en fin de semaine, le syndicat a déposé une proposition à la STM qui l'a rejetée pour ensuite refaire une contre-offre. Mais là, si bien dans le concret, là, ce matin, il y a encore des perturbations. 4e journée de grève. Alors, je vous rappelle, le métro là, et les autobus, c'est jusqu'à 9h15 ce matin pour les autobus, 9h30 pour le métro. Ça reprend après ça pour le retour à la maison et ensuite en fin de soirée. Alors, il y aura encore des perturbations et ce qui est prévu aujourd'hui, donc lundi, même chose mercredi et l'autre journée de grève, la 6e vendredi. À surveiller aujourd'hui, le syndicat du transport de Montréal va tenir un point de presse au cours de l'avant-midi pour dresser le bilan de la négociation. Le syndicat dit toujours vouloir relancer la négo, insiste aussi pour que ça se poursuive, le mandat avec le médiateur. En théorie, ça devrait se terminer demain. Mais il y a un souhait là, que ça aille de l'avant et que ce soit prolongé. Là. Ça peut être facile de revenir de voyage hier à l'aéroport. Oui, plusieurs grands aéroports du pays, dont Montréal. Trudeau, qui ont été touchés par cette panne généralisée des bornes d'inspection. Là, c'est résolu aujourd'hui, heureusement. Mais l'Agence des services frontaliers a précisé au cours de la nuit que même si les opérations ont repris leur cours normal, il ne faut pas exclure des retards. Là. Hier, au plus fort de cette panne-là, ça a touché des milliers de voyageurs. On parle d'un 3-4 heures là, de retard. Là. C'était très, très long hier par endroit. Et ce qu'on nous dit, c'est que ça a été causé par un problème technique imprévu lors d'une maintenance de routine des systèmes. Ça fait quelques fois, là. Il me semble qu'il y en a oui, eu c'est pas la première fois que ça début de l'été ou au printemps, ouais. Moi, chaque fois qu'on dit le terme maintenance ou mise à jour, je me mets à faire un peu de haute pression. Oui. Ça, c'est Windows 95. Oui, mais que ce soit dans n'importe quelle organisation ou dans des grands aéroports comme Montréal-Trudeau. Bon, si vous avez un vol à prendre ou si vous arrivez, en tout cas aujourd'hui, on va souhaiter que ça se passe très, très bien. On sait maintenant qui sera la tête d'affiche de la mi-temps au Super Bowl. Fini les rumeurs de peut-être Adele, de peut-être Taylor Swift. Mais Taylor Swift, elle peut pas. Là. Je comprends pas. Son chum jouerait dans... Ça on marche sait pas, pas. mais peut-être dans le match, potentiellement. Je suis d'accord, ça fonctionne pas, puis Taylor Swift n'a pas besoin de ça. Moi, j'y croyais zéro à cette rumeur-là. Maintenant, voici la tête d'affiche. Ça fait clairement pas l'unanimité. Bad Bunny, donc, au Levi's Stadium le 8 février pour la mi-temps du Super Bowl à Santa Clara, en Californie. Ce sera le premier latino à assurer seul le spectacle de la mi-temps, un spectacle qui sera en espagnol. Il est quand même suivi par 100 millions de personnes tous les ans. Mais est-ce que c'est un rassembleur de tous les âges, de toutes les clientèles? C'est ça que je suis pas sûr. Non, mais certains voient un pied de nez à Donald Trump parce qu'il évite les États-Unis dans sa tournée, celui qui vient de terminer une résidence à Porto Rico. Ce qu'il dit, c'est qu'il craint que des agents anti-immigration de l'ICE viennent arrêter certains de son public, certains membres de son public. Donc, il fait une tournée, il évite les États-Unis, c'est lui qui chante au Super Bowl. Oui. D'ailleurs, dans l'une de ces vidéos, la chanson que vous venez d'entendre, là, ouais, bagnole, dans cette vidéoclip-là, il y a une mise en scène où on voit la Statue de la Liberté avec un drapeau portoricain. Donc, il y a vraiment un pied de nez là, Donald Trump là-dedans. Puis, il y a certains médias français qui disaient, même quand il y a eu Kendrick Lamar l'année passée, Donald Trump serait sorti pendant la mi-temps. L'un des spectacles les plus regardés, d'ailleurs, de la mi-temps, c'est 134
4 millions de téléspectateurs l'année passée. Il ne faudrait pas s'étonner que le mouvement MAGA, les Trumpistes réagissent même aujourd'hui. Puis là, il y a ceux qui n'aiment pas sa musique. Mais ce que je trouve particulier, c'est que comme on a eu Kendrick Lamar l'année passée, souvent on aurait été dans un autre style, plus rock, plus pop. T'sais, on essayait habituellement de jouer sur différents tableaux d'un moment à l'autre. Par contre, depuis 2019, c'est Roc Nation qui s'occupe de ça. Jay-Z, il y a beaucoup de hip-hop qui est mis de l'avant ou ce style de musique-là plus urbain. Est-ce que ça peut avoir un lien avec le fait qu'on a moins, je trouve, de diversité dans les styles musicaux? Après qu'on mette ça de l'avant, moi, j'ai rien contre, mais j'aurais aimé peut-être une variété des styles, mais visiblement, il y a peut-être un message politique derrière. On a connaisseur de football en studio. Chose est certaine, les États-Unis, le marché américain est saturé pour la NFL. On a conquis tout le monde qu'on avait à conquérir. Qu'est-ce qu'on fait depuis 3 ou 4 ans? On joue au Brésil et on joue au Mexique. On veut chercher tu y vois marketing chez les Latinos. Là. C'est clair, parce que cette année, plusieurs personnes demandaient... Parce que dans le fond, quand tu dis saturé, ça veut dire... Tu peux plus vendre plus de chandails des équipes, tu peux plus vendre plus de casquettes. Tout le monde a 3 casquettes. Tout le monde est convaincu là, aux États-Unis, c'est une religion, le football. Puis cette année, plusieurs demandaient du country. S'il y a une édition où le country aurait pu être mis de l'avant parce que c'est tellement... Sauf que là, le country, tu plais aux convaincus aux États-Unis. À l'Amérique du Nord. C'est ça. Donc moi, je pense qu'il y a une portion de développement à l'international. La NBA veut aller vers le marché asiatique, la NFL aussi. C'est la course à l'armement. Là. Oh, fait que l'année prochaine, ce serait de la K-pop? Ah, tu vois? Pourquoi pas? C'est peut-être un peu poussé, mais je pense que c'est quand même comme ça que les grandes ligues sportives réfléchissent en ce moment. Bon, parlant de grandes ligues sportives, on rentre dans les finales au baseball. Et hier, les Blue Jays, il n'y avait rien de joué. Ils devaient encore se battre pour leur première place. Parfois, on dit qu'il y a trop de matchs dans une saison de baseball. Ben, ça aura pris 162 matchs pour régler sur 162 pour confirmer le titre de division. Le premier en 10 ans du côté des Blue Jays. Ils devaient gagner parce qu'au même moment, les Yankees battaient les Orioles de Baltimore. Donc, à résultat égal. J'adore ce qu'ils font en passant. Tous les matchs, le même jour, à peu près à la même heure, à peu de choses près. T'sais, pour pas que le match est fini, puis les autres regardent. Tu te fais éliminer, mais en étant assis dans le vestiaire, en regardant le match. Tu voyais les gens dans les estrades partout aux quatre coins sur leur téléphone et tout. Donc, oui, c'est vraiment un spectacle jusqu'à la toute fin. Et elle est énorme, cette semaine de congé pour les Jays, puisque le titre de division donne un laissez-passer, première semaine. Donc là, tu peux replacer ton alignement partant au monticule, parce qu'hier, on a envoyé Kevin Gausman. C'était pas à son tour de lancer, mais c'est le meilleur lanceur. On s'est dit, il faut absolument gagner. Donc, avec la semaine de congé, tout le monde va se reposer. On va replacer l'alignement dans le bon ordre. Et surtout, Bo Bichette va pouvoir revenir. Chris Bassitt, un lanceur partant, lui aussi ennuyé par des blessures. C'est le jour et la nuit. Et ils vont affronter, donc une semaine de congé, ils vont affronter le gagnant de la série Red Sox-Yankees. Red Sox-Yankees. Qui va déjà être une série suivie au bout. Là. Très intense dans un 2-3. Ensuite, ce sera un 3-5 à partir de samedi prochain. Donc, les Jays dans un 3-5, soit New York, soit Boston. Et dans le titre de division, il faut mentionner que c'est la meilleure division du baseball. Donc, les Jays, oui, ont gagné leur division, mais ont surtout gagné la meilleure division. Et cette année, on a eu le dessus sur les Red Sox et sur les Yankees. Ça promet un automne de baseball de qualité. Il y a Martin qui n'aime pas tellement le choix de Bad Bunny. Non, là. il n'aime pas ça. Il dit qu'il interdit ses ados d'écouter Bad Bunny. Ouais. Sa conjointe est dominicaine et elle déteste Bad Bunny, vulgaire et chante mal. Ben, moi, j'aime l'essence de sa musique quand même. Là. Je suis pas prête à le mettre aux poubelles. Là. Okay. Non.